Moi, vous savez, je viens pas mal de Kluskar, je l'ai beaucoup lu, et il établit un concept qu'il appelle le néokantisme Kluskar. Et en gros, il dit que c'est un peu le logiciel idéologique de la bourgeoisie. Et ce logiciel, il va de penseurs de droite aux penseurs de gauche, dans tous les cas bourgeois. Et dans les caractéristiques de ce concept de néokantisme, Kluskar, il dit que il y a une chose, c'est que ces idéologues-là donnent le sens par ce qu'il appelle l'antéprédicatif. Un prédicat, vous savez, c'est comme par exemple un adjectif, c'est quelque chose qu'on met sur, qu'on attribue à une autre chose, quoi. C'est un attribut un peu. L'antéprédicatif, c'est par exemple avant l'histoire. Et c'est souvent ce que font les gens, c'est la nature, c'est bien parce que ce serait comme ça naturellement. C'est ça un antiprédicatif. Et donc Kluskar, ce qu'il dit, c'est que à la fois les gens de centre-gauche, un peu bourgeois, et les gens de droite, ils ont ce point commun de souvent donner le sens par le naturel, quoi. Renvoyer toujours à l'aspect naturel des choses, comme si ça avait une valeur en soi, comme si c'était ça qui disait que ça devait être comme ça parce que avant l'histoire c'était comme ça. D'autant que c'est souvent un fantasme. Chez les gens d'extrême droite, il y a souvent ce truc, l'homme naturellement c'est ça, alors que l'homme c'est aussi la construction historique que fait l'homme. C'est consubstantiel un peu. L'homme, c'est pas juste des chromosomes qui auraient jamais évolué et des chromosomes sans culture. Si vous voyez juste un être humain avec son génome et puis même son corps et tout, vous pouvez pas en déduire ce que c'est que l'humanité, le langage, les outils, la manière dont on les utilise, la manière dont on pense, les émotions, tout ça. Eh bien non, l'extrême droite a tendance à renvoyer et à dire l'homme c'est l'homme originel, quoi. Comme si c'était Adam, il y a une thématique comme ça qui est presque divine aussi. Et on trouve aussi ça chez les gens des fois de centre-gauche, cette espèce de renvoi « ah c'est pas naturel ». C'est pas naturel, au final il pue un peu, quoi. Pourquoi il range les structuralistes chez les néo-kantiens? Pourquoi il range les structuralistes chez les néo-kantiens? C'est une bonne question. Alors, en fait, les structuralistes, qui dit, c'est qu'ils ont tendance à renvoyer la structure dans l'antéprédicatif. Pas tous d'ailleurs, il y a d'autres caractéristiques du néokantisme. Mais là, on va s'en tenir à ça parce que ça va être long sinon. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que par exemple, Claude Lévi-Strauss, quand il veut chercher la structure de l'inconscient humain, il va dans les populations primitives, comme si la structure primitive était la structure naturelle, originelle, et il recherche ça. Il recherche pas une structure qui est produite, qui serait évolutive, qui serait en perpétuel changement, quoi. Kluskar, il s'oppose en fait à ce structuralisme qui est rigide. Et donc il dit que ce structuralisme est une caractéristique plutôt de la pensée bourgeoise. Pensée bourgeoise plutôt progressiste, mais pensée bourgeoise quand même. Alors que le marxisme, il le définit, comme Lucien Goldman avant lui, comme un structuralisme qui est bougeant, c'est-à-dire qu'il y a des structures, mais ces structures, elles sont en perpétuelle autoproduction et évolution. Et ça, c'est différent. Donc on ne dit pas la structure, c'est ce qu'il y avait à la base du capitalisme. Le capitalisme, c'est pas une structure qui est tout le temps pareil depuis la base, c'est un truc qui est en évolution. L'inconscient humain, tout ça, c'est pas quelque chose qui est à la base, je sais pas, génétiquement ou un truc du genre, c'est quelque chose qui est produit dans le devenir de l'individu, dans le devenir historique. Donc en gros, c'est ça ce qu'il dit sur les structuralistes, Kluskar. Après histoire, on a très peu de données dessus. Oui, en plus, ça évolue pas mal. Zizek dit que pour les droitards, la référence à Dieu ne fonctionne pas, donc il y a un basculement sur la référence à la nature. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Avant, les droitards, ils se référaient à Dieu, ils donnaient le sens par Dieu. Sauf que Dieu, une fois que Dieu est mort, comme dit Nietzsche, on peut plus tellement l'utiliser facilement, et donc du coup, on dit t'inquiète pas, c'est naturel. C'est dans la génétique, c'est prouvé. T'inquiète pas, c'est comme ça, quoi. Mais c'est ce qui fait beaucoup Rushdie. Rushdie, ça fait un bail que je travaille sur sa conférence, il y a tellement de conneries dans sa conférence, mais j'ai envie d'en faire une vidéo. C'est-à-dire là, je fais des lives et tout, mais j'ai envie d'en faire une vidéo écrite pour vraiment marquer le coup, montrer toutes les erreurs et tout. Enfin, pas toutes, hein, parce qu'il y en a trop, mais voilà, faire un truc un peu précis sur ma chaîne du coup principale, sur Pas du Ring, pas du stream. C'est la nature humaine. Il y a quand même un grand aspect biologique sur l'homme. Bien sûr qu'il y a un aspect biologique, mais c'est pour ça. En fait, ça c'est le problème aussi de certaines personnes à gauche, de nier des fois le biologique. Il y a les neurosciences, comme tu dis, il y a la génétique, il y a un potentiel génétique, mais non. Déjà, on sait depuis Darwin que le génétique, ça évolue. Déjà, c'est pas fixe, la génétique. La génétique, c'est en perpétuelle évolution aussi. Mais même pour un individu, par exemple, a la possibilité... un bébé, il a la possibilité d'acquérir le langage. Il a cette possibilité, c'est génétique. Par contre, si tu as une femme espagnole qui a son enfant,
Elle le garde, elle lui parle et tout. Il va se mettre à parler espagnol. Si cet enfant il est adopté, il va pas se mettre à parler espagnol. Il va se mettre à parler français. S'il est adopté par un Français, par exemple. Parce qu'il sera baigné dans ces choses-là. Et donc, en fait, il y a une interaction entre la génétique et l'environnement. Donc, il ne faut pas nier la génétique, mais il ne faut pas dire que la génétique dit tout de l'homme, parce que c'est pas vrai, en fait. Il y a tout un pan chez l'homme qui est culturel. Il faut nier aucun des deux, et il faut voir des fois lequel des deux prend le dessus sur l'autre aussi. Qu'est-ce qui est vraiment définitif dans certains moments. C'est pas forcément d'ailleurs toujours la même chose. Il y a des suppressions, par exemple, de certains gènes qui sont impossibles à surpasser. C'est-à-dire que s'il y a la suppression de ce gène, de toute façon, c'est pas viable, de toute façon, la personne ne parlera pas, de toute façon, la personne aura un truc en moins. Mais il y a des fois où il y a des petites choses qui sont des petites variations génétiques et qui vont être largement compensées avec l'éducation, avec l'environnement ou des choses comme ça. C'est contre nature. Ah bah c'est le discours classique de la droite. Hein. Le sophisme de l'appel à la nature, du coup, j'imagine. Ouais. Il nous fait venir sur sa chaîne pour se moquer des gens de droite et d'un coup il essaye de nous apprendre des trucs. C'est pas naturel, les dauphins mâles s'enculent pour le plaisir, c'est ça la nature. Mais oui, parce qu'en plus ils parlent toujours de nature les droitards, mais ils oublient que la nature c'est aussi ça, la nature c'est aussi les LGBT, mais en fait je pense qu'ils pensent que ces dauphins sont woke. C'est quoi néo-kantien et structuralisme? Alors néo-kantien c'est très spécifique, c'est un concept de Michel Clouscar, mais structuralisme en fait c'est une école de pensée qui considère que on peut expliquer les choses par des structures, par des structures. Comment expliquer? Par exemple, on prend la structure classique qu'ont fait les structuralistes du marxisme, c'est tu as une société. Dans la société, tu as une infrastructure. L'infrastructure, c'est les forces économiques, les forces de production, donc les machines, les trucs comme ça et tout. Et puis tu vas avoir une superstructure. La superstructure, c'est ce qu'il y a au-dessus de l'infrastructure et ça va être l'idéologie, le droit, la morale, des choses comme ça, tu vois. Et on pourrait dessiner une structure comme ça. Les structuralistes, ils essaient de penser le monde de cette manière-là, c'est-à-dire de voir que les choses sont sous-tendues par des structures, quoi. Je comprends pas trop le point. Tout est dynamique, c'est une question d'échelle temporelle. L'évolution sur le plan génétique est simplement plus lente que l'évolution de l'histoire humaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça qu'en fait la génétique est beaucoup plus stable au niveau de l'échelle humaine, même si avec les découvertes qu'on fait en épigénétique, l'épigénétique en fait c'est la différence entre la génétique et l'épigénétique, c'est que la génétique c'est le génome de quelqu'un, donc c'est comme si vous aviez un livre écrit, et l'épigénétique c'est comment est-ce qu'on lit ce livre, on peut le lire de différentes manières. Et donc avec les découvertes qu'on a en épigénétique, on voit que les choses peuvent varier. L'épigénétique, ça varie, si vous voulez, de génération en génération, alors que le génome, ça met beaucoup plus de temps à évoluer. Et donc déjà, on peut questionner aussi à quel point l'épigénétique peut faire varier la biologie humaine de génération en génération. Par exemple, on a prouvé que la Shoah était héréditaire, c'est-à-dire que les gens qui étaient descendants de déportés, comme il y avait eu un gros stress et tout, ils portaient dans leur épigénome, ils portaient en eux en fait les marques de tout ça, qui résistaient pas pareil au stress. Donc même au niveau de la biologie, quand on voit Rushdie qui vous dit le génome, non c'est un truc comme ça, c'est rigide, non c'est pas vrai. Aujourd'hui on fait justement la découverte que c'est pas si rigide que ça. D'ailleurs, il y a une conférence d'un généticien sur la chaîne de la tronche en biais qui permet de bien mettre en cause l'argument du déterminisme génétique, très intéressant. La génétique définit nos intolérances alimentaires. Typiquement, ça c'est une question, la génétique définit-elle nos intolérances alimentaires? Ça peut être totalement le cas quand il y a des choses qui sont très marquées, mais en fait, il y a aussi une question d'environnement, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il se développe, il faut lui donner la nourriture à certains moments. Si on lui donne trop tôt tel produit, on peut créer des intolérances. Donc on a encore une fois une interaction entre le génome et l'environnement. C'est ni que le génome, ni que l'environnement. À droite, il fantasme la biologie, mais à gauche, ça la nie un peu des fois, oui, je trouve. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Du coup, je me demande, tu perçois comment Rousseau, d'un côté, il parle de l'homme comme somme de potentialités à développer, et de l'autre, il invoque souvent le concept de l'homme à l'état de nature. Mais moi, ce que j'aime bien chez Rousseau, et c'est souvent ce que manquent les gens, je pense, c'est que l'état de nature, chez Rousseau, ce n'est pas un fait, c'est une hypothèse. Et il dit que c'est une hypothèse, il dit pas ça s'est passé comme ça. Et donc, on peut pas dire que chez Rousseau, que Rousseau pense qu'il y a une nature humaine en soi, quoi. Moi, j'aime bien Rousseau en général. Après,
C'est quelque chose, je trouve, qui est assez dur à lire parce que justement, ça paraît assez simple et que c'est pas très explicite. Souvent, il va passer par un langage peut-être plus imagé. Ça paraît plus facile à lire, mais en fait, des fois, c'est moins clair, je trouve, qu'un Hegel ou qu'un Marx qui est plus dur à lire, mais qui est plus clair. Au niveau de l'épigénétique, ça disparaît pas après une ou deux générations. Alors ça dépend. Il y a des tests sur des. Alors je sais plus comment ça s'appelle l'animal, mais où ça restait, je crois, 26 générations, un truc comme ça. Je pense que ça doit dépendre de l'intensité des variations épigénétiques. Bon, après, c'est peut-être trop. On n'est peut-être pas sur le même sujet, mais c'est un sujet qui m'intéresse pas mal, l'épigénétique. Je trouve que c'est justement bluffant parce qu'on sort à la fois du tout environnemental et du tout génétique. Et l'épigénétique, c'est justement l'entre-deux. C'est très dialectique comme truc. C'est la variation du génome grâce à des facteurs environnementaux. Par exemple, je vous disais le stress de la Shoah. On a aussi prouvé chez des souris que des traumas pouvaient se passer de génération en génération. Donc c'est vraiment l'environnement qui va venir jouer sur quelque chose qu'on croyait avant fixe, le génome. Donc je trouve ça assez cool. C'est sûr de ce que tu avances sur l'épigénétique. Ma mère est petite fille de déportée. Si tu veux, on peut regarder. Shoah, épigénétique. Le traumatisme de l'Holocauste se transmet aux descendants et pas seulement au travers des récits des parents. Ce traumatisme laisse une empreinte biologique et une marque sur l'ADN de la génération suivante. C'est ce que montre Rachel Yehuda et son équipe de l'école de médecine du Mont Sinaï à New York. À l'époque, la chercheuse observe que les descendants des personnes traumatisées par l'Holocauste présentent plus de risques de développer une dépression ou un syndrome de stress post-traumatique ou un trouble anxieux sévère qui survient à la suite d'une expérience choquante. Il en va de même chez des familles palestiniennes touchées par la guerre ou encore chez les Cambodgiens ayant survécu au génocide perpétré par les Khmers rouges. Toutefois, cette vulnérabilité ne serait pas liée au seul poids du contexte familial, une découverte fortuite, machin truc. Bon, je te laisserai lire. Je suis sûr que vous pensiez pas regarder des trucs sur l'épigénétique sur cette chaîne. La mémoire génétique est prouvée sérieusement. Après, c'est pas la mémoire, genre tu te souviens pas de ce qu'a fait ta mère tel jour, tu vois, mais oui, des gros trucs stressants passent de personne en personne. Je crois qu'il y a aussi les famines, notamment sur le stockage des graisses et des trucs comme ça, parce qu'en fait, quand t'es en situation de famine, t'as besoin de plus stocker, et du coup, comme c'est des gros chocs, ça s'hérite. En fait, on est sorti il y a 2 décennies du dogme central du gène. En gros, avant, on avait tendance à penser que toute information était contenue dans les gènes et que la construction était purement ascendante. Maintenant, on sait qu'il y a énormément de boucles de rétroaction, notamment avec l'épigénétique.